Bienvenue à la Fondation canadienne des femmes. C'est notre rencontre, notre assemblée annuelle. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Andrea Gunraj. Je suis ici avec mes collègues Rachel et Leslie. Un petit rappel, and in il English. y a des parties de la rencontre d'aujourd'hui qui auront lieu en français et en anglais. Donc, je vous invite à regarder l'icône d'interprétation sur Zoom. C'est au bas de votre écran. Ça devrait se trouver à droite. Il y a un petit icône de planète, interprétation. Choisissez l'anglais ou le français, donc votre langue préférée. Nous avons également des sous-titres en anglais et en français. Vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir des sous-titres en anglais, c'est au bas de l'écran, ou dans la boîte de chat, vous allez trouver les sous-titres en français. C'est un lien différent pour le français. Donc, voici le lien pour les sous-titres en français. Le travail de la Fondation canadienne des femmes et des programmes que nous soutenons a lieu en territoire traditionnel des Autochtones, des Métis et des Inuits. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir l'occasion de se réunir, de travailler sur ces terres et nous reconnaissons que les reconnaissances territoriales sont insuffisantes. Nous devons travailler pour la vérité, la réconciliation, la décolonisation, la création d'alliances dans un effort continu pour redresser toutes nos relations. Si vous voulez en savoir plus au sujet de la terre sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, je vous invite à consulter le site web nativeland.ca. C'est en anglais, en français et le lien est dans la boîte de chat de clavardage. Rachel, la parole est à toi. Bonjour. La Fondation canadienne des femmes, c'est quoi? Nous sommes la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité des genres. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes du genre divers, trans, deux esprits et non-binaires à se sortir de la violence et de la pauvreté et à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Et cela n'arrive que grâce à des personnes qui se sentent concernées par la situation, tout comme vous. La Fondation canadienne des femmes, pourquoi est-elle si importante? Parce que nous avons tous besoin d'un Canada égalitaire entre les genres, maintenant plus que jamais. Lorsque nous arrivons à la justice entre les genres, tout le monde réussit. Et pourquoi nous sommes-nous rassemblés ici aujourd'hui? Nous voulons vous faire part de ce que votre action et votre soutien à la Fondation ont permis de réaliser et de ce qui reste à faire ensuite. Thank you for that, Rachel. So please make sure you stick around to the end. Merci, Rachel. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'événement. Nous avons des prix à faire tirer. Nous avons très hâte à cette partie de la rencontre. Notez que nous enregistrons l'appel aujourd'hui. On ne pourra pas vous voir dans l'enregistrement. Nous aurons également une courte période de questions-réponses un peu plus tard dans la rencontre. Si vous voulez y participer, je vous invite à écrire votre question dans la boîte de questions-réponses, donc au bas de vos écrans, Q et A. Donc, nous ne regarderons pas la fonction « main levée ». Tout au long de la rencontre, sentez-vous bien à l'aise d'écrire vos commentaires dans la boîte de clavardage. Nous avons des modératrices qui veilleront à ce que la conversation soit sécuritaire et respectueuse. Un petit mot sur le contenu. Nous allons parler de violences fondées sur le genre de toutes sortes de façons pendant l'événement. Je vous encourage à prendre soin de vous. Prenez un moment de recul si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de services qui pourraient vous aider dans votre région, je vous invite à visiter les services de soutien qui se trouvent dans votre région. Il y a une liste sur notre site web. Le lien est dans la boîte de clavardage. Merci pour votre patience si jamais on dépasse le temps. Maintenant, voici un aperçu de l'impact que vous avez eu pour la justice de genre. Ce sont des chiffres et des histoires. Votre impact.
Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Nous sommes très reconnaissantes de votre présence. Vous êtes des actrices du changement pour la justice de genre. Entre avril 2021 et mars 2022, des donateurs, des partenaires de la Fondation canadienne des femmes, notre communauté de plus de 22 500 personnes ont financé des programmes dans tous les provinces et territoires pour soutenir les femmes, les filles, la diversité de genre, pour fuir la violence, quitter la violence, la pauvreté et prendre confiance, développer le leadership. L'impact est un impact national. Vous pouvez en être fiers. Vous avez eu des effets positifs dans la vie de plus d'1 million de personnes. Ce sont de grands chiffres. C'est vraiment un impact dont on a l'honneur de faire partie. N'oublions pas que les changements se produisent dans la vie des gens comme vous et moi. Et rappelons-nous qu'il y a des personnes derrière les chiffres. Seulement 6 des agressions sexuelles sont dénoncées à la police au Canada. De nombreuses survivantes d'abus ne se sentent pas assez en sécurité pour dénoncer les agressions. Elles ont parfois peur de ne pas être crues. Elles ont peut-être peur d'être retraumatisées par le système juridique. Pour les personnes qui veulent dénoncer, ça peut être utile d'avoir une personne pour accompagner, une personne que les survivantes, en qui les survivantes ont confiance. Avec votre soutien, notre centre de soutien aux survivantes de violences au Nouveau-Brunswick peut aider des survivantes. Le moment est opportun parce qu'au cours des 2 dernières années, les agressions sexuelles ont énormément augmenté. Une personne qui a participé à notre programme dit que sans l'aide du programme, elle aurait abandonné les démarches juridiques. Avec le soutien du centre, j'ai pu vivre le procès, passer au travers de l'expérience et j'ai pu voir la personne qui m'a agressée en prison et que tout ce processus, c'est pour moi, c'est pour ma santé mentale et ce n'est pas à propos de l'agresseur. C'est un exemple de votre aide et de comment vous aidez les femmes, les personnes non binaires issues de la diversité des genres à quitter la violence. En 2021-2022, nos partenaires et la Fondation canadienne des femmes ont investi plus de 31 millions de dollars dans nos communautés. Vos dons généreux permettent à des actions stratégiques et ancrées de se déployer en faveur de l'équité des genres et la justice partout au Canada. Nos partenaires offrent des services à toutes les communautés. Vous contribuez à l'apprentissage et à la création de liens entre les partenaires pour bâtir une force collective. Vous contribuez également à des actions systémiques qui génèrent du changement. Les contributions des partenaires et des donateurs comme vous nous aident à répondre aux besoins des femmes vulnérables, des personnes issues de la diversité des genres, à démanteler des obstacles systémiques et à alimenter un mouvement en faveur de la justice de genre. Les des gens au Canada ont été ébranlées au cours des 2 dernières années. Grâce à votre soutien, les femmes vivant dans la pauvreté peuvent accéder à des programmes d'emploi qui changent la vie. Les filles et les adolescents peuvent suivre des programmes qui renforcent leur confiance en elles, leurs compétences en matière de relations saines, leur résilience, leur sentiment d'appartenance et leur santé mentale. Les survivants d'abus et leurs enfants ont une chance de se libérer et d'obtenir les services dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. Les organisations locales de femmes et de défense de la justice entre les genres peuvent s'associer à des projets de changement pour agir sur les causes profondes des problèmes. Le pays est vaste. Il est complexe. Nous devons faire face à l'héritage du colonialisme, au racisme systémique et aux conséquences de toutes sortes de discriminations qui se traduisent par des résultats différents pour chaque personne en fonction de son identité. Il y a beaucoup à faire. Voici un exemple de ce que votre soutien généreux permet de faire dès maintenant. In Canada, women are more likely than men to live in. Au Canada, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans des familles à faible revenu. Elles ont peu d'argent pour la formation, l'éducation. Elles vivent le sexisme, le racisme, le capacitisme et le harcèlement sexuel au travail. Il y a tellement d'obstacles qui empêchent les femmes d'accéder à une vie meilleure. C'est la raison pour laquelle votre soutien des femmes est essentiel. Notre
partenaires bénéficiaires en Nouvelle-Écosse aident les femmes à être formées dans les métiers spécialisés et la technologie, des domaines qui sont dominés par les hommes traditionnellement. Avec ce programme, nous leur offrons des services de garde aux enfants, du transport pour qu'elles puissent participer au programme. Une femme qui participe au programme nous dit, étant une mère seule, je n'ai occupé que des emplois dans le domaine des services. Je savais que je ne pouvais pas continuer de vivre le reste de ma vie dans ces circonstances. Je voulais mieux pour moi-même et mes enfants méritent mieux. Lorsqu'on nous dit toute notre vie que les métiers spécialisés ne sont pas pour les femmes, et on allume une étincelle et on veut prouver à ces personnes qu'elles ont tort. Ma confiance et mes capacités sont renforcées, sont meilleures aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait le choix de changer et d'avoir un impact positif. C'est un exemple de votre soutien, de comment vous aidez les filles et les femmes, les personnes bispirituelles, trans et non-binaires à sortir de la pauvreté et à bâtir de la confiance et du leadership. Nos programmes servent également des communautés autochtones, métisses et inuits. 299 programmes dans les communautés éloignées nordiques au Canada sont offerts. Ces communautés sont isolées, elles ont une moins bonne connexion Internet ou de cellulaire. Les femmes ont parfois besoin de parcourir des kilomètres pour avoir accès à des services. Les programmes que nous finançons sont des organismes locaux qui savent répondre aux besoins des collectivités locales. Elles sont dévouées au service de leur communauté. Nous sommes en partenariat avec Make Way Foundation dans une stratégie nordique. Nous sommes guidés par un comité consultatif qui a des représentants du Nunavik, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest. Ils autochtonisent les subventions pour les projets dans le Nord et ont quatre objectifs clés. Réclamer les traditions autochtones et renforcer le pouvoir d'agir des femmes, améliorer les institutions et accroître la compétence culturelle des personnes qui y travaillent, réconcilier les relations de genre au sein des familles et des collectivités pour mettre fin à la violence et élargir, offrir des services de garde d'enfants qui sont abordables. Une bénéficiaire de ces initiatives mène un programme de doula accessible qui offre des services culturellement sécuritaires et appropriés, adaptés au genre. L'idée, c'est d'autochtoniser les pratiques périnatales. Plus de 275 programmes s'adressent aux adolescents, dont des programmes de promotion des relations saines chez les jeunes pour prévenir la violence genrée et d'autres programmes pour aider les jeunes à développer la confiance et la résilience. Écoutez ceci. Les filles et adolescents font face à des risques plus élevés d'agression sexuelle, de sexualisation. En 6e année, 36 des filles ont des problèmes de confiance en soi. C'est pourquoi votre soutien de programmes pour les jeunes dans notre nation est si important. Notre programme aide les filles à développer des relations significatives tout en renforçant leur identité culturelle et en améliorant leur santé mentale. Les participantes nous disent que le programme est très important pour les filles qui se sentent souvent déconnectées. Plusieurs des filles ont l'occasion avec le programme de participer à des activités culturelles pour la première fois, par exemple. Plusieurs filles n'avaient jamais travaillé avec de l'écorce de bouleau ou pagailler un canot. C'est un exemple de comment vous aidez les filles et les jeunes à acquérir une confiance en elles et développer des capacités de leadership. Vous aidez à bâtir le développement économique pour les femmes et les personnes issues de la diversité des genres. Nos partenaires bénéficiaires aident les participantes à obtenir des compétences en employabilité, en entrepreneuriat. Connaissez-vous notre programme de préparation à l'investissement? Ça aide des organismes qui travaillent avec les femmes à développer des femmes qui lancent des entreprises, à générer des ressources financières pour elles-mêmes et développer des biens pour la collectivité. Nous aidons à financer les initiatives des femmes. 69 organisations sont des partenaires du programme de préparation à l'investissement. Elles reçoivent du financement et de la formation et du soutien. Femmes d'être une voix nationale forte, un leader d'opinion et un partenaire sur des questions urgentes comme les services de garde et l'éducation, la prévention de la violence sexiste,
de meilleures conditions pour les mères et les proches aidantes, de meilleures conditions pour les travailleuses de la santé et les travailleuses de première ligne, et la protection des femmes, des filles et des réfugiés de diverses identités de genre. Votre soutien permet également des opportunités de développement professionnel, de formation et de développement des meilleures pratiques pour les leaders et les prestataires de services en matière de justice de genre. Nous avons organisé des webinaires sur les pratiques de décolonisation, les impacts genrés de la pandémie sur les communautés et la prestation de services, la réponse aux besoins de femmes réfugiées et des personnes 2S LGBTQIA+, la justice pour les personnes handicapées et plus encore. Et les voix comptent, dans les médias comme partout ailleurs. Vous nous avez permis d'offrir annuellement le prix Landsberg pour le journalisme féministe, co-présenté avec la Fondation pour le journalisme canadien, en l'honneur de la journaliste Michelle Landsberg. Cette année, le prix a été décerné à Christina Frangu pour ses articles sur la discrimination dans les systèmes médicaux et juridiques. Écoutez une autre histoire de votre impact. On average, a woman is killed by her intimate partner every 6 days. En moyenne, une femme est tuée par son partenaire intime chaque 6 jours. Les femmes autochtones sont assassinées 7 fois plus souvent que les non-autochtones. Le nombre de féminicides est clairement beaucoup trop élevé au Canada et a augmenté pendant la pandémie. Ce n'est pas seulement une question de cas individuels, ce sont des tendances systémiques qui doivent être démantelées et stoppées. De nouvelles mesures de sécurité doivent être prises pour protéger les vies des gens. C'est pourquoi votre soutien nous aide à soutenir des partenaires comme Evier County. En 2015, Carol Connaughton, Anastasia Kuzik et Natalie Moore-Medam ont été assassinés par leur ex-partenaire en Ontario. Une enquête a été lancée pour comprendre ce qui s'était passé et ce qui pourrait aider à prévenir les homicides à l'avenir. Avec la subvention de la Fondation canadienne des femmes, notre organisme fait appel à des spécialistes juridiques qui organisent des consultations qui nous permettent de comprendre les changements qui doivent avoir lieu à l'échelle communautaire. À la fin de l'enquête, nous avons recommandé que la province déclare que la violence commise par les partenaires soit déclarée à l'état de pandémie et émette des recommandations. C'est un exemple de comment vous avez aidé les filles, les femmes, les personnes trans et non-binaires et bispirituelles à améliorer leurs relations et à faire des changements systémiques. Donc, nous avons connu une courbe d'apprentissage très raide au cours des dernières années à la Fondation canadienne des femmes, comme tout le monde. Nous avons dû comprendre comment favoriser la justice, les programmes de justice de genre qui se démenaient de toutes sortes de façons parce que c'était très difficile de répondre aux besoins imprévisibles des communautés. Ça veut dire que nous avons connu nos propres défis, d'avoir assez de ressources pour soutenir les organismes et les programmes. Nous avons également dû comprendre comment entrer en communication avec les personnes pour qui la justice de genre est importante à un moment où il y a de nombreux défis. Mais il y a de bonnes nouvelles. Nous voyons un intérêt sans précédent envers la justice et l'équité de genre. Plus de personnes veulent faire partie du changement et agir. Nous avons appris que nous devons nous centrer sur les besoins urgents sans perdre de vue le portrait global. Nous avons une grande tente avec toutes sortes de portes d'entrée pour que les gens puissent participer aux solutions. Nous allons utiliser ces leçons à l'avenir parce que ce sera inévitable. Nous connaîtrons des ressacs et des obstacles. Nous apportons d'autres changements également. Nous faisons du progrès sur le plan d'action antiracisme systémique, notre plan pour les jeunes féministes. Nous aidons la Fondation à être plus réactive, plus pertinente pour les jeunes personnes aujourd'hui, mais également à l'avenir. Nous lançons également dans un processus de planification stratégique pour que la Fondation puisse vraiment rencontrer les défis du jour. Encore une fois, merci du fond de notre cœur à nos partenaires, à nos donateurs, aux programmes de bénéficiaires, à l'équipe, aux membres du conseil d'administration. Rien de tout ce que nous faisons ne serait possible sans votre contribution. Pour en savoir plus, lisez notre rapport à canadianwomen.org et restez à l'affût des prochaines nouvelles et des projets que vous rendez possibles. Nous sommes encore persévérantes. On s'est battu pour la cause. Et ensemble, on a réécrit l'histoire. Plus d'une fois. On a fait bouger les choses à coups de persévérance. Sans jamais s'asseoir sur nos lauriers. En se disant plutôt,
On le veut et on le vaut. Parce qu'on sait que lorsqu'un moi devient des milliers, des millions de nous, c'est fou. C'est ce qui nous pousse à nous tenir debout, à ne pas s'arrêter tant que le Canada tout entier ne sera pas avec nous. Nous sommes les persévérantes. Et ensemble, nous atteindrons l'égalité des genres. Hello, everyone. Coming back in. Bonjour tout le monde, de retour. Je vais inviter les membres du panel à allumer leur vidéo. Très bien, je suis ravie de vous voir. Bonjour. Notre boîte de clavardage a été désactivée. J'avais peur que personne n'était là, mais je suis vraiment contente de vous voir, vous exprimer, vous présenter dans la boîte de chat. On est ravis de vous voir. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Écrivez les questions dans la boîte de questions et réponses. Et nous avons toujours de l'interprétation, de la traduction au bas de l'écran. Vous pouvez choisir le français ou l'anglais, la langue qui vous convient. Nous avons Paulette Senior, présidente, directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Nous avons Karen Campbell, directrice des initiatives communautaires et des politiques. Nous avons Olga Saviston, vice-présidente des finances et des activités. Et je dois également dire que Paulette est extraordinaire. Donc, voici notre première question. Passons à Rachel. Oui, la première question, c'est pour Paulette. Que fera la Fondation demain, le 30 septembre, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation? Thank you for that question, Rachel. And I also just want to say Merci pour cette question, Rachel. Je vais également dire bonjour tout le monde. Je suis ravie de voir vos messages. Nous sommes très enthousiastes d'être ici, même si c'est virtuel. On a l'impression que c'est en direct. C'est en direct et c'est super. Oui, aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. À la Fondation, avec notre équipe. Nous allons saisir cette occasion pour apprendre, pour organiser une journée d'apprentissage. Nous allons lire, écouter, regarder du matériel au sujet d'enjeux du matériel qui a été créé par des créateurs, créatrices autochtones au Canada. Nous savons également que tout mouvement sur la réconciliation ne peut avoir lieu sans vérité. C'est la raison pour laquelle nous priorisons, et c'est ce que nous faisons, nous priorisons de l'apprentissage enraciné, de la discussion sur les prochaines étapes que nous pouvons entreprendre comme fondation. Et le moment, c'est maintenant, c'est le meilleur moment. Nous en sommes au début de notre processus de planification stratégique. Nous avons appris plusieurs choses avec différentes ressources. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous partageons les ressources, le matériel d'apprentissage que nous connaissons. Donc, le matériel sera sur notre site web. Je vous invite à regarder canadianwomen.org/blog/September 30th. Ça se trouve en français et en anglais. Vous allez pouvoir en savoir davantage sur le sujet. J'aimerais aussi souligner le fait que nous avons un épisode de balado-diffusion, All Right Now What, donc l'épisode numéro 7, est sur les jeunes des Premières Nations métis et Inuits avec Taylor Arndt et Tori Chief Caff. Ces deux femmes extraordinaires vont parler de leur leadership. Ça s'adresse à leur leadership par rapport à la rédaction de notre rapport 2022 sur les impacts de la COVID-19 sur les jeunes des Premières Nations métis et Inuits. C'est très éclairant. Je vous invite à écouter cet épisode de balado-diffusion. Sachez que vous pouvez accéder à ce podcast sur notre site web. Maintenant, là où vous trouvez vos balados-diffusion. Je vous encourage à regarder la campagne One Day's Pay. C'est une campagne qui est organisée par le Cercle philanthropique pour mobiliser les colons, pour que les colons reconnaissent et commémorent l'héritage tragique des pensionnats et d'honorer les survivants survivantes. Cette année, il vise à
lancé une campagne de financement pour les organismes autochtones. Vous pouvez visiter la campagne One Day Pay et soutenir des organismes menés par des personnes autochtones. Finalement, une dernière chose, je vous invite à porter votre T-shirt orange pour célébrer la journée, commémorer la journée de demain, pour indiquer que vous soutenez ce moment important au Canada. Merci beaucoup, Paulette. Pour que vous sachiez, posez des questions dans la boîte de chat. Si on n'arrive pas à y répondre dans l'entièreté pendant la rencontre, nous allons vous envoyer des réponses par la suite. J'ai bien hâte de pouvoir le faire lundi. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions. J'ai une question pour Karen. On a toujours d'excellentes questions sur comment les organismes peuvent faire des demandes de financement auprès de la Fondation canadienne des femmes. C'est une très bonne question. Nous avons des volets de financement, des cycles de financement qui sont ouverts, qui ferment. Ça peut porter à confusion. Donnez-nous un petit aperçu du processus. Oui, merci, Andrea. Nous avons une excellente équipe de bailleurs de fonds, de personnes qui gèrent les subventions. C'est notre équipe. Et il y aura des appels d'offres dans les prochains mois dans 3 domaines. Dans la vidéo, vous avez entendu parler de Segal, notre collègue qui s'occupe de notre programme de préparation à l'investissement cet automne et à la fin novembre. L'équipe se prépare à lancer un appel aux propositions pour bâtir la capacité et la préparation à l'investissement des entreprises à vocation sociale et de renforcer la participation du secteur féminin, du secteur des femmes dans le marché de la finance sociale. Donc, c'est pour aider les organismes à recevoir des investissements et à faire accroître leur entreprise. Vous pouvez présenter une demande si vous prévoyez mettre sur pied une entreprise ou élargir une entreprise, un projet, ou si vous travaillez sur un projet collaboratif pour travailler spécifiquement sur les enjeux systémiques relatifs à la finance sociale. Donc, ça, c'est une occasion. En décembre, nous allons lancer un appel pour notre subvention Community Meets. C'est une subvention qu'on offre chaque année. L'objectif, c'est d'offrir un soutien à court terme pour aux organismes qui font du travail basé sur le genre. Dans ce domaine, nous centrons sur des petits organismes communautaires et nous cherchons à répondre à des programmes comme les coûts d'opération, les coûts d'activité, les initiatives de réseautage, de plaidoyer ou parfois même les dépenses administratives ou de fonctionnement. Donc, c'est assez vaste, c'est assez large. Soyez à l'écoute en décembre. Plus tard, au printemps, nous allons lancer un autre appel à des propositions pour rebâtir des vies. Ce sont des subventions pluriannuelles qui soutiennent les femmes, les filles, les personnes trans et non-binaires et bispirituelles à rebâtir leur vie après des expériences de violence. Donc, ce ne sera pas avant le printemps. Mais soyez à l'affût, ce serait autour du mois d'avril et vous pouvez avoir plus de détails sur comment faire les demandes sur notre site Web. Merci beaucoup. J'ai d'excellentes questions ici. Encore une fois, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais nous le ferons par après. Répondre à tous, mais nous allons envoyer un enregistrement après l'événement ainsi qu'un lien vers notre rapport d'impact annuel lundi prochain. Soyez là-dessus. Nous avons tous vos renseignements sur vous. Nous allons vous assurer que vous allez les recevoir. Nous allons partager ce rapport d'impact et il y a des renseignements détaillés financiers qui c'est toujours très intéressant pour les gens avec ces questions. Alors, donnez-nous une idée de d'où vient l'argent et à quoi ressemble cette année fiscale de l'année dernière. Bon, la Fondation canadienne des femmes est vraiment unique. Nous ne fions pas sur une source de financement. Nous avons 3 sources principales de revenus. Les dons du gouvernement et l'année dernière, ils ont représenté 85% de notre financement et ils étaient à 28,6 millions de dollars. Les revenus de levée de fonds, 10% l'année dernière avec 3,5 millions de dollars et finalement, des revenus des investissements, des placements a contribué 5% à 1,6 million de dollars. Comment avons-nous dépensé cela? Mais d'abord, nous avons déboursé
3,5 millions de dollars en subventions depuis un an. 7,5 millions ont été dépensés sur les programmes de charité et des programmes. Aussi 700 000 sur les dépenses administratives et 740 000 sur les activités de levée de fonds. En mars 2022, nous avions 96 et les dépenses d'administration sont à 4 même si ce sont de très bonnes indicatrices. En tant que fondation, nous ne pensons pas que le ratio charitable est le meilleur indicateur de la performance de notre organisation. Lorsqu'on travaille avec différentes organisations, nous regardons bien sûr l'impact. Nous croyons que les organismes sans but lucratif doivent investir dans les systèmes qui créent une fondation pour la croissance saine. Lorsque les organismes sans but lucratif peuvent investir dans leur personnel, de leur infrastructure, ils se portent beaucoup mieux pour pouvoir accomplir leur mission. Je vous encourage de lire le rapport annuel d'impact parce qu'il y a beaucoup de données financières et autres là-dedans. Alors, faites ça et lisez-le. Merci beaucoup pour ça, Olga. Nous apprécions beaucoup cette analyse et ce survol. Pourquoi nous devons regarder ça et qu'est-ce que les organismes, que faut aux organismes. Karen, nous avons plusieurs questions par rapport à la violence genrée. Certaines des questions sont où pouvons-nous nous adresser pour avoir de l'aide? Alors, pourriez-vous nous donner une idée de haut niveau où une personne pourrait-il avoir recours à des ressources? Il y a plusieurs endroits pour aller chercher du soutien. D'abord, c'est de regarder les ressources qui sont dans vos communautés pour que vous puissiez vérifier si, par exemple, il y a un refuge pour femmes ou un centre pour victimes d'agressions sexuelles. Ce sont des ressources qui pourraient vous donner de la meilleure soutien. Aussi, il y a des renseignements disponibles en ligne sur la ligne d'aide téléphonique. Et puis, eux peuvent vous référer à des endroits pour vous assister. Il y a aussi la ligne pour les Premières Nations et les Métis et Inuits qui ont besoin de soutien. Par exemple, en particulier demain, étant donné que c'est la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, les conversations qu'il faut avoir dans nos collectivités peuvent être vraiment très difficiles pour des personnes qui ont eu ces expériences vécues de colonisation et tous les torts causés par cela. Alors voilà certains endroits où vous pouvez vous tourner. Et pour ceux et celles qui peuvent parler avec des gens qui ont connu cette violence genrée et qui viennent vers vous pour en discuter. Nous avons aussi nos répondeurs signalresponder.ca pour vous aider à avoir ce genre de conversation avec vos proches. Merci beaucoup, Karen. Moi aussi, je vois qu'il y a d'autres ressources qui sont mentionnées dans le chat. Merci. One est un bon endroit. Vous leur dites qu'est-ce que vous cherchez et ils vont vous diriger. Aussi dans le chat sheltersafe.ca et nos amis à womenshelters.canada nous ont dit que vous n'avez pas besoin de rester dans un refuge ou dans un hébergement de transition. Les travailleuses et les travailleurs dans les centres d'hébergement peuvent vous parler, ils peuvent peut-être avoir d'autres ressources disponibles. Vous n'avez pas besoin de quitter ou d'avoir un avocat nécessairement. Vous pouvez simplement parler à quelqu'un qui est accueillante, shelter.ca et vous pouvez trouver un service pour vous dans votre région. Alors, je vais passer à Paulette maintenant. J'ai vu des vraiment bonnes questions concernant des données désagrégées. C'est toujours ça. Il faut avoir des données sur toutes sortes de choses liées à la justice genrée. Nous avons beaucoup de lacunes au Canada. Quelqu'un demande, est-ce qu'on prévoit faire quelque chose par rapport à obtenir ces données désagrégées? Et on se demande des
question par rapport à notre plan stratégique, justement. Quelles sont les lacunes au Canada qu'il faut combler? On vise la justice genrée et nous prévoyons ça. Alors, ça pose la question, quel est le processus de plan stratégique et à quoi on peut s'attendre pour cela? Merci, Andrea. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes au début de nouveaux processus de planification stratégique et j'espère que, à mesure que nous quittons cette pandémie, c'est le meilleur moment pour justement essayer d'imaginer l'avenir et planifier en conséquence. Alors, c'est un moment très important et je suis contente de voir des personnes qui étaient anciennement sur notre conseil d'administration ou qui sont des donateurs qui sont là avec nous parce qu'eux aussi voudront en entendre parler. Alors, des données désagrégées sont importantes et vont justement éclairer la façon dont on évolue avec notre processus de planification stratégique. Ce qu'on voit dans les données, c'est que c'est important à mesure qu'on réfléchit sur les collectivités qui ont souffert le plus d'impact par rapport à la pandémie, avant, après et pendant. Il faut regarder où on a besoin d'investissements critiques. Alors, avoir un plan stratégique qui est informé en ce sens nous aiderait à fixer des priorités et identifier les priorités en avançant pour les 3 prochaines années du point de vue stratégique. Alors, c'est un moment super intéressant pour moi. Les gens me connaissent. J'aime avoir des conversations stratégiques et essayer de voir comment aller de l'avant. Et c'est ce que nous allons faire pendant les prochains mois. Et nous allons soumettre cela à notre conseil et des intervenants ou bien directement ou par des sondages, des enquêtes pour qu'eux aussi participent et pour qu'on ait une participation large sur ces orientations. Alors, ne soyez pas timides, partagez vos perspectives avec nous. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on fait maintenant et où nous devons nous en aller si vous avez des conseils. J'espère que ça répond à la question. Merci, Paulette. Et comme partie de ce processus de planification stratégique, il y aura une enquête, un sondage. Je sais que vous êtes probablement partenaire de la Fondation déjà, mais ce sondage va vous permettre de partager plus en détail de ce qui se passe dans vos communautés et vos priorités. J'ai remarqué que quelqu'un a mentionné une question par rapport à la stratégie d'habitation. Oui, c'est une grande question au Canada aujourd'hui. Et nous savons que le logement et la question des sans-abri et la question de sous-habitation, c'est-à-dire de faiblesse en habitation. Vous m'avez demandé si vous pouvez vous porter volontaire à la question de justice sur la question de l'habitation. Il y a un site web qui a beaucoup de ressources que je viens de partager dans le chat et écoutez, c'est une merveilleuse question. Je suis vraiment ravie que les gens parlent de la question de logement et des sans-abri. Il nous reste 3 minutes. Je vais repasser la parole à Olga. J'ai une question pour vous, Olga. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière cet impact. Alors, je vous reconnais, toute l'équipe. Partagez un peu sur qui sont les gens derrière la scène et pourquoi nous sommes tellement reconnaissantes envers elle. Bon, notre personnel, même si elle n'est pas très grande, elle est très efficace et on a travaillé très, très fort, surtout pendant cette période de financement d'urgence pour la réaction à la pandémie. On ne pourrait pas avoir cet impact si ce n'était pas facilité par elle. Nous sommes reconnaissantes, mais aussi nous savons qu'il faut soutenir le bien-être et la santé de notre équipe parce que on vit dans des moments à une époque très, très difficile. Et merci pour tous les bénévoles et volontaires qui ont offert leur temps et leur participation aussi. Merci, Olga. Maintenant, Rachel, à vous. Oui, on veut juste noter que nous enverrons à chacun le lien vers cet événement et aussi le rapport annuel d'impact la semaine prochaine, afin que vous puissiez le lire de votre côté. Maintenant, regardez ceci. Bonjour, je suis Jacqueline.
gestionnaire des initiatives communautaires avec la Fondation. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme étant gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui, aussi nommée Montréal. Entrepreneurth est un de nos bénéficiaires de subventions, qui viennent en aide aux entrepreneurs des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut à surmonter les obstacles à la croissance des entreprises. Entrepreneurth soutient les entreprises autochtones qui renforcent les modes de vie du Nord et honorent les façons culturelles d'être, de savoir et de faire. Une participante du programme, Vashti Etzel, déclare « J'ai quitté le programme avec beaucoup plus de confiance que lorsque j'ai commencé. Cela a constitué une part importante de mon parcours de guérison en tant que femme autochtone se lançant dans les affaires. Je sais maintenant que je suis au bon endroit, que je fais les bonnes choses et que j'apporte un sentiment d'autonomisation aux femmes qui portent mes vêtements. Voilà un exemple de la manière dont vous aidez les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, transgenres et non-binaires à sortir de la pauvreté et à accéder à la stabilité économique. Merci. So in June, we had the privilege of partnering with Women's Shelters. En juin, on avait le privilège de faire un partenariat avec le YWCA et autres, avec deux journalistes, Anna-Maria Tremonte et Eternity Martis. Elles ont parlé de leur expérience. Anna-Maria Tremonte est une journaliste avec CBC, était une journaliste, était reporter principal pour The National et animé The Current en février. Elle a publié Welcome to Paradise, un mémoire en podcast et pour la première fois, elle a révélé son expérience dans un mariage abusif. Eternity Martis est une journaliste et rédactrice qui a travaillé avec le Huffington Post, Chatelaine, Maclean's, The Walrus. En 2021, elle a publié un livre qui s'appelle They Said This Would Be Fun, ses mémoires. Regardez ce clip de qu'est-ce qu'elles ont partagé. Ça m'a pris 40 ans. Maintenant, j'ai 60 ans, mais quand j'avais 23 ans, je me suis mariée avec quelqu'un qui m'a abusée. Et je ne l'avais pas prévu. Et quand ça s'est produit, je n'ai pas compris. Mais j'ai compris tout de suite qu'il me blâmait pour sa rage. Et puis, il a dit, c'est vous qui m'avez poussé, c'est toi qui m'avais poussé à ça, c'est toi qui m'as forcé. Et moi, j'ai internalisé ça et je me suis blâmée moi-même. Quand ça s'est reproduit et encore, je me suis dit, bon, mais je devrais agir différemment. Peut-être c'est moi qui a dit quelque chose. Si je pouvais éviter de faire ça, ça ne se produirait pas. Alors, j'ai vécu dans ce mariage pendant 1 an. Et j'ai dit seulement 1 an parce que je me suis sentie chanceuse d'être sortie après 1 an. Et beaucoup de femmes, quand elles quittent, elles ont été menacées. Et puis lui, il m'a dit que si je ne quittais pas, je te tuerais. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai quitté et je suis revenue avec des plans pour améliorer la situation. Mais il m'a agressé la prochaine fois et il m'a dit non, que ça ne peut pas continuer et je suis partie. Mais au-delà des abus physiques, ce qui m'a surpris et que je n'ai pas vraiment pigé au début, c'est le fait qu'il y a vraiment une longue durée des séquelles à ce genre de violence. C'est pas seulement par rapport à dans qui vous pouvez avoir confiance parce que vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez, mais aussi la honte et l'auto-blâme que vous portez avec vous. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens, même depuis que j'ai sorti ces podcasts, ces balados. C'est cette honte qui reste et cette s'auto-blâmer. Et moi, ça m'a fait sentir comme si je ne méritais pas de vivre. J'ai une voix, bien sûr, mais même mes
amis plus proches, quand j'ai fini par leur dire, elles ne me croyaient pas que ça s'est produit à moi parce qu'on a tous ces stéréotypes autour de qui pourrait être une victime et puis un survivant de violence par un partenaire intime. Et ce que j'ai compris très tôt, c'est que nous nous passons dans la rue tous les jours et on ne comprend pas qu'on partage ce genre de traumatisme. Et on vit dans une société qui veut essayer de le cacher comme si c'était une question individuelle. Et finalement, je me suis rendue à un endroit où je pouvais justement raconter cette histoire. Et bon, moi aussi, j'avais une expérience semblable. Et dans votre podcast, dans votre balado, vous parlez que vous étiez assez nouvelle à l'amour. Et moi aussi, j'avais 16 ans. J'étais quelqu'un de l'extérieur toujours. J'étais dans une famille multiraciale, pakistanaise. Il n'y avait pas d'autres enfants noirs dans mon école secondaire. Et quand j'avais 16 ans, j'ai changé mon style et j'ai dit, bon, je veux avoir un copain. Mais je n'avais jamais pensé à qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que serait une relation. Et beaucoup de personnes qui viennent des cultures sud-asiatiques, on ne parle pas des relations dans nos familles. Et tout ce que j'ai appris, c'était de la télévision où les hommes étaient agressifs et puis vous montraient qu'ils vous aidaient en vous faisant du mal. Alors, j'ai rencontré mon copain à l'époque. Il était asiatique, est-asiatique. Et c'était la première barrière. Je ne me suis pas rendu compte que la race allait jouer un rôle dans la relation. J'ai appris ça plus tard, mais ce n'était pas une violence physique immédiate au début. Ça a commencé très tranquillement, où j'ai vu certaines choses et j'ai ressenti des choses de façon intuitive, mais je n'étais pas certaine. Par exemple, il me disait, tes amis sont une mauvaise influence. Tu passes trop de temps avec ta mère. Et parfois, il me pinçait mes jambes si je portais une jupe trop courte. Alors, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Et c'était beaucoup de choses émotionnelles aussi. Il me demandait toujours où j'étais. Et la chose la plus choquante pour moi, c'était cette idée que moi, pour une raison quelconque, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Il y avait une bonne raison pour que je pense ça, parce que je suis venue d'une famille aimante, je suis à l'école. Pourquoi ça se produirait pour moi? Et j'étais à l'école secondaire à ce moment-là. Alors, j'enseignais d'autres étudiants comment lire ces drapeaux rouges. Alors, je montrais à tous les autres étudiants, voilà ce qui pourrait vous arriver. Et puis moi, ça m'est arrivé à moi et je n'ai pas revenu. Alors, je suis partie à l'Université Western et une des raisons, c'est parce que je voulais justement m'échapper. Lui, il a fait la demande à Western pour qu'on ne soit pas séparés, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas été admis. Alors, à un moment donné, il n'y avait pas eu de violence physique, mais il commençait à me menacer. Il m'a dit, je suis très fort, tu sais, si je te donne un coup de poing, tu serais morte. Et la raison pour laquelle j'ai déménagé, c'est parce que je ne voulais pas qu'il fasse mal à ma famille. Alors, je ne voulais pas le quitter au début et souvent, c'était parce que j'étais dans un nouvel environnement. Il y avait beaucoup de racisme pour la première fois parce que c'était une ville très chrétienne et blanche. Et il est vraiment mon meilleur ami à l'époque. Et ça a continué comme ça. Et beaucoup de mes amis, quand je leur ai dit ça, ils avaient 17, 18, 19 ans et eux aussi ne comprenaient pas ce que ça veut dire. J'expliquais qu'est-ce qu'ils m'avaient fait à moi. Et puis, elles m'ont dit, pourquoi tu ne ripostes pas? Et puis, il y avait l'assumption que lui, il ne pouvait pas être l'agresseur, que c'est moi qui pourrais être agresseur parce que j'étais noire et j'étais forte. Mais non. Mais finalement, quand cela a tout terminé, les choses commençaient à devenir physiques et je faisais ma maîtrise en journalisme à l'époque et je me demandais quand est-ce que tout cela va se terminer. Je ne sais pas quand je vais me sentir mieux.
Alors, j'ai fini par écrire mon livre et en lisant et en écrivant ce livre, j'ai appris que beaucoup de mes pères avaient ces mêmes expériences, mais sans qu'on reconnaisse que ça se passait. Et c'était une façon de parler aux autres. C'est pour ça ça se produit beaucoup et les femmes qui sont âgées d'entre 15 à 24 ans sont le plus à risque, mais c'est quelque chose dont on ne discute pas à cet âge-là. Bon, alors je voulais dire simplement remercier. Merci beaucoup, Anna-Maria et Éternité, pour avoir partagé vos histoires avec nous. Et vous pouvez trouver toute la conversation sur notre canal YouTube. C'est disponible en anglais et en français. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont raconté leurs histoires et aussi des solutions. Qu'est-ce qui doit se produire de leur point de vue? Alors, merci beaucoup pour cette conversation importante et difficile. Maintenant, j'ai une histoire à partager avec vous. Notre partenaire, Luso Community Services à London, Ontario, a un programme qui s'appelle Heard Zine Leak. Ce programme aide les filles à développer des compétences en matière de médias et de réfléchir de manière critique aux stéréotypes de genre. Les filles apprennent à utiliser les médias pour partager leurs messages positifs. Un travailleur jeunesse de Heard nous a raconté une fille était nouvelle au Canada et dans la région de London. L'année scolaire était essentiellement virtuelle. Elle avait du mal à se faire des amis. Elle a été victime d'intimidation. À mi-chemin du programme, sa mère nous a téléphoné pour nous remercier. C'est la première fois que sa fille parlait de ses nouveaux amis, de ses nouvelles amies. La mère a déclaré que l'estime de soi, la confiance en soi, l'humeur générale de sa fille s'est grandement améliorée depuis le début de notre programme. C'était merveilleux de la voir sortir de sa coquille, partager son art avec le groupe. Elle a même aidé certaines des autres filles du programme avec différentes techniques artistiques. Alors voilà un exemple de la façon dont vous aidez les filles, les jeunes à acquérir de la confiance, un sentiment d'appartenance et des relations saines qui peuvent durer toute une vie. Ces histoires sont peut-être pas très connues, mais quand on entend ça, on l'apprécie beaucoup et merci de votre soutien. Alors, écoutez ça maintenant. Il semble qu'on ait des problèmes avec l'audio, alors on va voir si on peut montrer ça après cette petite partie que je vais vous raconter. L'honorable Rosemary Brown, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était une des mères fondatrices de la Fondation canadienne des femmes. Elle est née en Jamaïque. Elle est venue au Canada en 1951 pour suivre des études universitaires. Elle a fait face à une discrimination omniprésente. Cela l'a poussée à devenir un leader contre le racisme et le sexisme. Au milieu des années 60, elle avait 3 diplômes universitaires, incluant une maîtrise en travail social. Elle était membre de la BC Association for the Advancement of Colored People en 1972. Elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme noire élue à l'Assemblée législative canadienne. Elle a de nouveau marqué l'histoire en 1975, devenant la première femme noire à se présenter à la direction d'un parti fédéral. Il semble que la vidéo joue en arrière-fond et puis si vous voulez arrêter ça, faites-le. J'espère que vous m'entendez quand même. Je parle assez fort. Alors, Rosemary Brown, elle avait une carrière de 14 ans en politique provinciale. Elle a fait pression pour que une loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe et le travail soit adoptée. La discrimination contre les personnes handicapées, les personnes âgées et d'autres groupes marginalisés. Comme le dit Paulette Seigneur, notre présidente directrice générale, a dit, nous suivons la voie tracée par Rosemary Brown et d'autres féministes visionnaires, non pas seulement parce que l'objectif de la justice entre les sexes est louable, c'est la solution aux problèmes sociaux les plus urgents que nous confrontons aujourd'hui. Alors, je vais voir si on pourrait regarder la vidéo maintenant. Allez-y. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais partie du mouvement de libération des femmes, je réponds toujours parce que je suis une femme. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais partie du mouvement de libération des femmes, je réponds toujours parce que je suis une femme. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais partie du mouvement de libération des femmes, je réponds toujours parce que je suis une femme. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais partie du mouvement de libération des femmes, je réponds toujours parce que je suis une femme. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais partie du mouvement de libération des femmes, je réponds toujours parce que je suis une femme.
On m'a souvent dit que parce que je suis une personne noire, on s'attend de moi que je ne me préoccupe que de la discrimination faite aux personnes noires. Mais pour moi, de ne pas participer au mouvement de libération des femmes serait comme renier ma féminitude. Rosemary Brown est née en Jamaïque au sein d'une famille de femmes fortes et éduquées. Elle est venue au Canada en 1951 pour étudier à l'université. Comme étudiante à McGill et plus tard à l'Université de la Colombie-Britannique, Rosemary faisait face à la discrimination persistante. C'est dans l'adversité qu'elle a trouvé sa vocation comme chef de file contre le racisme et le sexisme. En effet, je suis doublement choyée. Je suis une femme et je suis noire. Et d'être une femme noire dans une société raciste et sexiste offre une opportunité unique où les choses ne peuvent que s'améliorer. À la fin des années 60, Rosemary était mariée, avait 3 enfants et 3 diplômes universitaires, dont une maîtrise en travail social. Elle était membre de l'Association de la Colombie-Britannique pour l'avancement des personnes de couleur et était panéliste fréquente à l'émission nationale People in Conflict. Si le mouvement de libération des femmes ne soutient pas les combats des pauvres, des races oppressées, des personnes âgées et des autres groupes marginalisés, il n'atteindra jamais ses buts. En n'offrant pas ce soutien, il isole les multitudes de femmes qui constituent une grande partie de tous ces groupes. En 1972, elle est passée à l'histoire en devenant la première femme noire élue à une assemblée législative canadienne. Elle est passée à l'histoire de nouveau en 1975 lorsqu'elle est devenue la première femme noire à se présenter aux élections d'un parti politique fédéral. Rosemary Brown a été membre de l'Assemblée législative de Vancouver-Burrard jusqu'en 1986. Durant sa carrière de 14 ans en politique provinciale, elle s'est battue pour des lois interdisant la discrimination basée sur le sexe et a travaillé pour l'amélioration des services offerts aux immigrants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux groupes marginalisés. Les années au pouvoir de Rosemary ont montré aux femmes de toute provenance qu'elles peuvent faire une différence. Durant les années suivantes, plusieurs autres femmes ont occupé des postes dans des commissions et conseils d'administration partout en Colombie-Britannique. Ce pays, le Canada, est beau et fort grâce aux personnes des 2 sexes et de toutes les races. Sa force et sa beauté n'auront d'ampleur que celle équivalant sa capacité à accepter et respecter tous ses habitants également. So we really love that video. And I dropped the link in the chat for the English. On adore vraiment cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder la version en anglais. Je sais qu'il y avait eu la difficulté à entendre l'anglais et le français sur les vidéos. Et puis, on s'excuse pour ça. S'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ici en arrière, mais je vais vous envoyer des liens à toutes ces vidéos-là pour que vous puissiez vraiment l'écouter pleinement quand vous allez vouloir le faire. She said, of course, until all of us have made it, none of us have made it. And Vraiment, that's elle a dit jusqu'à temps que nous y soyons, toute personne n'y sera. C'est la raison pour laquelle nous savons le collectif Rosemary Brown. C'est une communauté de donatrices mensuelles qui sont engagées envers l'égalité des genres. Lorsqu'on devient un donateur ou une donatrice mensuelle, vous avez des effets sur la vie des femmes, des filles et des personnes issues de la diversité des genres. Votre soutien soutiendra des programmes communautaires et des interventions à long terme en faveur de la justice de genre. Je vous invite à joindre le collectif de Don Rosemary Brown parce que vous ferez une contribution pour nous toutes et pour l'avenir. Vous pouvez visiter le site web qui est dans la boîte de clavardage. Très bien, nous allons maintenant passer au programme Shockproofing and Out of Violence, donc sortir de la pauvreté et renforcer les communautés. Connaissez-vous le signal que vous pouvez faire contre la violence? Vous pouvez le faire dans un appel vidéo, en personne avec quelqu'un. C'est la paume vers le haut, le pouce vers l'intérieur et les doigts emprisonnent le pouce.
Le confinement a mené à une hausse de la violence domestique. Les agresseurs surveillent constamment les personnes agressées. Ce signal d'aide vient d'une campagne de la Fondation canadienne des femmes. Nous avons développé un signal avec la main qui peut être intégré dans un appel vidéo. Donc, nous avons inventé une nouvelle façon pour les femmes victimes de violences à la maison. Peuvent utiliser votre main devant la caméra, vous entrez le pouce et vous fermez les doigts par-dessus le pouce. Ça veut dire « j'ai besoin d'aide ». Nous avons lancé cette campagne et les instructions très simples pour aider les personnes qui veulent utiliser le signal et ce qu'on doit faire lorsqu'on voit le signal. Il y a une boîte à outils que nous pouvons télécharger et utiliser. Nous avons ensuite fait un suivi. Je sais que ta mère est à Grand Banker. Est-ce qu'elle va bien? Et voilà, c'est une façon de faire le signal qui a explosé à TikTok. C'est devenu de l'activisme à échelle mondiale. Renforcé par des voix influentes, le signal a fait les manchettes dans plus de 145 pays. La YouTuber Saïd l'a utilisé sur son canal, ce qui a permis aux suiveurs d'alerter les autorités. Cette personne a été accusée et interpellée ce matin après avoir kidnappé une jeune et les autorités disent que c'est un signal qu'elle a appris sur TikTok qui a sauvé sa vie. En Espagne, un homme a été arrêté à Barcelone après qu'une femme ait utilisé le signal dans une clinique de services de santé. Le signal d'aide continue à être reconnu comme un appel silencieux pour les personnes qui ont besoin d'aide. La violence genrée augmente, est exacerbée par les périodes de crise, mais ça ne doit pas être ainsi. Nous allons lancer notre projet « Renforcer les communautés » pour 3 objectifs. Nous voulons renforcer la campagne Signal d'aide. Nous voulons mener des recherches sur les pratiques et les politiques que le Canada doit soutenir pour faire la prévention de la violence et nous voulons partager des ressources d'apprentissage et de formation. J'ai des collègues avec moi ici, Pamela DiPinto et Karen Campbell, qui vont nous parler de ce qui peut être fait. D'abord, ma première question pour vous, Pam. Je crois que de nombreuses personnes connaissent le signal d'aide, la demande d'aide, mais les gens ne savent pas nécessairement comment intervenir quand elles le voient. Comment apprendre? Oui, c'est assez commun et c'est compréhensible. Les gens ne savent pas nécessairement comment réagir aux demandes d'aide en situation de violence genrée. La meilleure chose à faire, c'est de s'inscrire pour être une répondante à répondre-à-l'appel.ca. Quand on s'inscrit, on reçoit le guide d'action pour les répondantes, donc répondre à l'appel.ca. Ça aide à réagir quand on voit le signal et ça donne des outils, des ressources générales. Lorsqu'on s'inscrit, on a également la chance de participer à une série d'apprentissages où on approfondit la question, où on se penche sur des histoires. C'est une formation qui est très dynamique et l'idée, c'est vraiment d'apprendre en le faisant parce qu'on sait que ce type d'apprentissage n'a pas lieu en une seule occasion. Nous pouvons toutes apprendre à mieux réagir devant des signaux d'aide, des appels à l'aide, pardon. De nombreuses personnes se sont déjà inscrites, puis quand on s'engage à le faire, on joint une communauté d'apprentissage vraiment extraordinaire. Merci, c'est fantastique. C'est super de voir que les gens veulent apprendre et joignent, deviennent des répondantes, donc répondre à l'appel.ca. Karen, j'aimerais en savoir plus au sujet de la recherche sur comment renforcer nos communautés contre la violence fondée sur le genre. Oui, certainement. Depuis le début de la pandémie, nous travaillons avec des chercheuses, des organismes communautaires qui offrent des services directs pour les femmes, les personnes trans, non-binaires qui subissent de la violence. Nous avons appris plusieurs choses. D'abord, la recherche souligne l'importance d'aller au-delà de l'idée que ces augmentations de la violence sont inévitables. Il n'y a aucune raison d'accepter
constaté que le stress communautaire est synonyme d'augmentation de la violence pour les femmes, les personnes trans et non-binaires, surtout les personnes qui font partie des communautés les plus marginalisées. Et ce sont les communautés qui vivent ces crises de la façon la plus marquée en partant. Renforcer nos communautés contre les augmentations de la violence exige un changement de culture. Nous devons travailler davantage sur les relations saines, sur l'éducation au consentement. Nous devons bâtir des cultures de soins communautaires. Nous devons améliorer les conditions maternelles des communautés marginalisées et mettre fin à la violence genrée en temps, entre guillemets, normal, en temps ordinaire. Une autre chose que nous avons appris dans la recherche, c'est que dans la foulée de la pandémie, nous avons travaillé avec des chercheurs qui se penchent sur les plans de réaction aux urgences à l'échelle provinciale et territoriale et nous n'avons pas pu trouver aucun plan qui intégrait des analyses intersectionnelles basées sur le genre, des approches intersectionnelles qui abordaient la violence genrée comme résultat de situations de crise. Je pense que c'est intéressant de constater que le gouvernement fédéral exige qu'une approche réactive au genre soit appliquée aux efforts humanitaires, à la coopération internationale, mais le gouvernement fédéral n'a pas émis le mandat d'appliquer cette même approche ici à l'intérieur du territoire. Il y a des lignes directrices, des conseils pour les provinces, mais il n'y a pas de consignes claires. Avec notre projet, nous voulons nous assurer que les plans d'intervention à tous les niveaux réagissent à la réalité des survivants de la violence genrée et de leurs familles. Nous l'avons observé dans toutes sortes de crises communautaires. Les organismes qui servent les femmes, les personnes trans et non-binaires sont en l'avant de la réponse aux communautés, mais elles ne sont pas perçues comme étant en première ligne. Donc, nous avons constaté que les organismes ont dû changer leurs pratiques et à la place d'offrir leurs services traditionnels, donner des paniers alimentaires pour la sécurité alimentaire, de s'assurer qu'il y a un message qui circule disant que même si les gens sont confinés, qu'on n'est pas censé sortir de la maison, les refuges et les maisons d'hébergement pour femmes sont disponibles pour les personnes qui subissent de la violence à la maison. Donc, ce sont des organismes qui sont à bout de ressources et qui ont des pressions supplémentaires. Et dans le projet Renforcer nos communautés, nous affirmons que nous avons besoin d'un secteur de la justice de genre et des femmes qui est en santé, qui est bien financé. Les organismes doivent avoir la capacité et les ressources qui leur permettent de transformer leur offre de services, d'offrir des services supplémentaires en temps de crise, tout en continuant à offrir leurs services à long terme qu'ils offrent en temps normal. Merci, Karen. C'est un projet très important. Nous avons parlé du fait que les taux de violence augmentent en situation de crise, en temps de catastrophes naturelles, etc. Et donc, ce sont des renseignements très opportuns. Passons à Pam encore une fois. La campagne Appel à l'aide a commencé il y a plus d'1 an. Les gens y ont participé et on participe à des événements, ont reçu des courriels et des invitations à en apprendre davantage, à mieux comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui est à venir qu'est-ce qui s'en vient dans les mois à venir? Oui, il y a plusieurs choses que j'aimerais mentionner. À la mi-novembre, il y a des journées d'activisme contre la violence genrée. Nous allons lancer un cours en ligne pour vous aider à mieux reconnaître les signes de violence genrée et à mieux intervenir. Ce sera une version un peu hybride de ce qui existe déjà, mais nous l'avons reformaté d'une façon qui est plus accessible, qui est dynamique. Vous allez pouvoir le faire à votre propre rythme. Nous avons essayé de nous pencher sur les sujets les plus importants dans cet enjeu pour les répartir dans des modules que vous pouvez consulter dans l'ordre que vous voulez quand vous avez le temps. Nous avons vraiment essayé de rendre le matériel le plus accessible possible. Et l'an prochain, nous allons lancer une série de balados dans le cadre de notre balado actuel. All Right Now What, il y aura des témoignages personnels et toutes sortes de moments sur la violence genrée. Nous avons une équipe de production extraordinaire. Je sais que ça va être très fort. Et
Donc, le cours en ligne et le balado seront tous les deux bilingues. Si vous voulez savoir quand ils seront disponibles, je vous invite encore une fois à vous inscrire et à devenir une répondante pour les appels à l'aide. En tant qu'amatrice de balado, j'ai vraiment hâte d'entendre cette balado l'année prochaine. Karen, parle-nous un peu de ce qui est à venir pour le projet Renforcer nos communautés. Oui, il y a plusieurs choses intéressantes qui arrivent. Nous organisons un sommet à Ottawa. Nous rassemblons plus de nombreuses organisations qui travaillent contre la violence genrée et nous sommes ravis de pouvoir voir nos collègues en personne, de reprendre contact, d'avoir des conversations essentielles au sujet de ce qu'on a appris pendant cette période et de développer nos stratégies pour renforcer nos communautés davantage. C'est une rencontre de tout le secteur. Il y a également du travail de recherche, de plaidoyer, le travail que Pam et son équipe font autour de la campagne Appel à l'aide. Ce sont des éléments très importants du travail que nous faisons pour répondre et lutter contre la violence genrée au Canada. Je ne m'en suis pas mêlée. Je me disais que ce n'était pas de mes affaires. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas toujours comment appeler. Si vous vivez de la violence, si je vous vois utiliser le signal d'appel à l'aide à la maison, je ne vous jugerai pas, je saurai quoi faire, je vous aiderai. Bonjour, je m'appelle Anathalie Jean-Charles, gestionnaire d'échange de connaissances. La nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve présentement. Elle est également connue sous le nom de Montréal. Partenaire bénéficiaire, la Maison Marguerite de Montréal au Québec offre un programme d'art-thérapie appelé l'art de reconstruire sa vie. Il donne aux femmes du refuge des outils créatifs et des stratégies d'action collective pour les aider à faire face à la violence qui les a menées à trouver la sécurité au refuge et à les permettre de reprendre leur place dans la société. Un participant du programme a déclaré ceci: « J'ai vraiment bénéficié de l'environnement serein où on m'a montré comment gérer mon anxiété avec différentes activités. Certaines des activités qui m'ont aidé ont été le jardinage, un tableau de visualisation que je construis, le travail avec de l'argile et la peinture. J'ai appris qu'il n'y a pas de bonne façon de faire les choses. C'est ce que je crois vraiment. Ce programme m'a beaucoup soutenu. » Ceci est un exemple de la façon dont vous aidez les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, trans et non-binaires à sortir de la violence et à reconstruire leur vie. So we are so thankful. Donc, nous sommes très reconnaissantes pour toutes les personnes qui se sont inscrites à devenir des répondantes de l'appel à l'aide. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire encore une fois. Appelalaide.ca, le lien en français est dans la boîte de clavardage. Je crois que vous allez vraiment apprécier les renseignements que vous allez y trouver. Nous allons vous envoyer un guide pour savoir comment intervenir en situation de violence genrée et à l'avenir, vous allez recevoir d'autres choses comme des courriels et des occasions d'avoir de la formation, participer à d'autres événements. Donc, tout ça, c'est pour nous aider à devenir les meilleurs alliés que nous pouvons être pour les personnes qui subissent de la violence ou les personnes qui sont à risque de subir de la violence. Because that's the way we change cultures, if every one of us knows how to act and support somebody who needs our help. So we're going to switch gears and I'm going to talk about... Alors, nous allons changer de vitesse et je vais vous parler de notre dernier sondage national. Cela a révélé les défis auxquels les parents et les proches aidants font face avec leurs enfants âgés de 9 à 19 ans. Et ça comprend un manque de confiance, faible estime de soi, intimidation, manque de sentiment d'appartenance. Et j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont posé des questions par rapport à la santé mentale.
Une personne sur 3 déclare que ses enfants ont eu des relations malsaines au cours des 2 dernières années. Nos partenaires subventionnés, grâce à votre générosité, offrent un environnement sûr et favorable pour les filles et les jeunes. Et ils ont besoin maintenant. En donnant à Got Your Back, et le lien est dans votre chat, vous pouvez contribuer à ce que ces programmes continuent à être là pour les jeunes. C'est important de se rappeler que les jeunes sont non seulement notre avenir, mais que c'est important qu'ils soient sains, positifs, en sécurité et respectueux dans leur interaction et qu'on regardera les problèmes tels que la violence genrée, l'intimidation, toutes ces choses-là qui nous préoccupent. Alors, c'est une vidéo qui justement parle de nos partenaires subventionnés qui parlent de la différence qu'ils font. Notre projet est pour des jeunes non-binaires et des filles et des personnes qui s'identifient aux filles, qui sont en 7e, 8e année, qui ont besoin d'une connexion à leur collectivité et avant d'aller à l'école secondaire pour qu'ils aient un réseau. Il y a du confort et une expérience de devenir soi-même à ce moment-là. Et maintenant, les écoles n'ont plus cette capacité de permettre aux gens d'expérimenter ces différents domaines où qui je suis, qui m'inspire, qui sont les gens avec qui je veux me tenir. Et cette perte, c'est presque trop grand à décrire. Et c'est si important pour des projets comme Speak Up qui prennent la place de cette perte et aident aux étudiants non seulement à apprendre des compétences, des talents pour être artiste, mais que vous pouvez devenir un leader dans les compétences que vous développez en tant que dans ces cours artistiques. Avec notre projet, nous utilisons le programme de relations saines et nous offrons de la formation à des enseignants et à des conseillers. Et le programme en soi est un programme de 14 séances. C'est basé sur la preuve et ça aide vraiment aux jeunes personnes d'apprendre les fondements et les connaissances dont ils ont besoin pour développer des relations saines, mais aussi de pouvoir leur apprendre les compétences non seulement pour bâtir des relations saines, mais aussi pour gérer la santé mentale et aider les amis qui ont aussi des problèmes avec la santé mentale, par exemple. Ce que j'ai trouvé en mettant en œuvre ce programme, c'est que souvent les étudiantes sont un peu hésitantes à s'engager, surtout à parler de ces thèmes comme la santé mentale, les relations. Mais une fois que le programme a commencé et dès la 2e séance, les étudiants sont vraiment interactifs. Et ce que on a vu, c'est que les étudiants, vers la fin du programme, qu'ils ont non seulement augmenté leurs connaissances sur les relations saines, mais aussi sont capables de montrer les compétences et les utiliser en dehors de la cour de classe. On a utilisé la 8e année parce qu'on voulait utiliser l'occasion où c'est des amitiés qui ont une grande influence dans leur vie et plusieurs pensent peut-être à entrer dans une relation ou à faire des sorties, etc. Et nous savions que c'était un moment où c'était très pertinent et que des connaissances seraient importantes pour eux avant d'entrer à l'école secondaire. Il faut qu'on propose des activités que les jeunes auxquelles ils vont se plaire et ils vont s'amuser, et où ils vont apprendre à interagir avec les autres et que les thèmes de conversation qui sont dans le programme sont vraiment pertinents, qui sont reliés à des choses qu'ils vivent à ce moment. Alors, on a généralement des bonnes
discussion, par exemple, des caractéristiques des relations saines, être capable de penser de façon critique par rapport aux médias et l'influence des médias sur votre vie et votre santé mentale, et avoir des conversations sur les stratégies par exemple, la pression entre les pairs, et aussi être capable d'aider un ami qui a des problèmes avec leur propre santé mentale. Bien sûr, c'est un exemple de notre programmation. Mais on a aussi des façons de promouvoir la justice genrée, et il faut appuyer les leaders féministes des jeunes, parce que je sais que moi, je suis devenue une féministe et je suis devenue leader. Quand je suis jeune, quand vous le faites dans votre jeunesse, vous pouvez faire des choses fantastiques. Et c'est pour ça que la Fondation canadienne des femmes soutient ces jeunes leaders dans leur développement. Et regardez cette mise à jour. C'est à propos de notre comité de conseil des jeunes. Et ça vous dit qu'est-ce que notre partenaire subventionné a pu faire pour améliorer les relations dans leur communauté. Regardez ça. Nathalie, parlez un peu du comité conseil des jeunes. Qu'est-ce qu'elles sont là pour faire? Et parlez-nous de leurs objectifs. C'est un groupe de jeunes qui travaillent très passionnés par rapport à la justice genrée. Ils viennent de différents secteurs de la vie, différentes régions, nations, secteurs de la vie, et ils sont là pour nous parler de comment ils veulent faire avancer la justice genrée pour justement répondre aux réalités des jeunes au Canada. Parlez-nous un peu de ce que vous avez appris. Je sais qu'ils ne sont pas timides pour partager leurs pensées, leurs critiques. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Oui, ils ne sont pas du tout timides, non. Et puis, ils nous disent comment il faudrait qu'on fasse le travail de justice genrée. Ils n'ont pas peur de poser des questions cruciales, de nous obliger à voir les choses différemment. Ce que j'aime en travaillant avec eux, c'est les choses qu'on a fait depuis longtemps d'une certaine façon, de penser à une façon qui est plus inclusive, qui reflète mieux là où en sommes les jeunes. Et par exemple, les choses qui nous ont laissées, c'est des recommandations pour la stratégie de travail avec les jeunes. Nous avons déjà commencé à utiliser ça pour que notre travail soit plus adapté à comment ils voient les choses. Et nous voulons assurer que les recommandations soient ciblées et chaque département. Alors, ils ont mis beaucoup d'efforts pour apprendre comment nous faisons des choses afin qu'ils puissent nous donner des suggestions. Moi, je suis sur le territoire de Mississauga et je reconnais les territoires de Anishinaabe, Haudenosaunee et les autres peuples, le territoire des Métis et des Mississauga, des Premières Nations. Long Lake 58 en Ontario offre un programme de développement économique autochtone. Ici, les participants apprennent des compétences qui leur permettent de trouver un emploi. L'impact est formidable. Un des membres du personnel nous a dit qu'un des participants a continué comme mentor cette année tout en travaillant sur sa propre entreprise de bijouterie. Et puis, elle exploite un café Internet et soutient d'autres étudiants. C'est un exemple de comment vous aidez les femmes autochtones, les jeunes et les trans, etc., à justement assumer des positions de leadership dans leur communauté. Je vais vous remercier pour votre participation, votre patience avec nous, avec les problèmes techniques, d'avoir partagé les ressources, de poser vos questions, de faire vos commentaires. Et je veux remercier en particulier les
personnes de soutien qui ont rendu tout cela possible. Il y a beaucoup de gens en arrière de la scène, en avant, pour assurer que tout se passe bien. C'est vraiment épeurant de créer des événements en ligne. Moi, je trouve ça très intimidant et je sais que les gens ont travaillé très fort pour réaliser tout cela. Alors, je veux vous remercier tous et toutes et j'apprécie la façon que vous permettez à ce que tout se passe à la Fondation canadienne des femmes. Et maintenant, nous avons une occasion de gagner un panier. La Société des femmes buveuses de bière. Depuis 7 ans, les femmes ont levé plus de 50 000 $ pour le travail de la Fondation et ils sont devenus la plus grande communauté de femmes buveuses de bière en Amérique du Nord. Elles créent vraiment un espace sécuritaire pour les femmes et les personnes qui s'identifient comme femmes. Alors, regardez leurs événements à l'adresse suivante, ladiesdrinkbeer.com, et dites-nous qui a gagné cet panier. Bon, donc on va attirer la personne qui va gagner le panier cadeau aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être Rox Bartel. Donc, the winner of the gift basket will be Rox Bartel. Félicitations. Et on va vous contacter sous peu pour que vous recevez le cadeau par la poste. Merci beaucoup. Thank you, Rachel. And your bilingualism. Merci, Rachel. Et votre bilinguisme ne cesse de m'émerveiller et j'apprécie beaucoup notre personnel bilingue, nos interprètes, ASL, nos interprètes anglais-français et tous les autres. Et vous pouvez toujours gagner un livre des écrivains autochtones et noirs. Pour entrer le concours, il faut justement remplir le sondage ici, ce qui est affiché à l'écran. SurveyMonkey, nous voulons savoir comment vous avez aimé notre événement aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir plus. Nous apprécions votre rétroaction parce que ça nous aide à nous améliorer. Alors, parlez-nous-en et on va vous sonder à l'avenir aussi pour avoir vos idées. Comme Paulette a mentionné, nous sommes en mode de planification stratégique. On veut vraiment planifier l'avenir et faire de notre mieux pour développer une société où il y a équité de genre et justice genrée. Plusieurs façons que vous pouvez agir. Vous pouvez vous joindre à la collectivité Rosemary Brown. Vous pouvez aussi devenir un répondant, appel à l'aide. Vous pouvez écouter nos balados. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Il y a quelque chose pour tout le monde et vous n'avez pas besoin de faire une chose. Vous pouvez choisir ceux qui vous font une différence. Et il n'y a aucune fondation canadienne des femmes sans vous. Il n'y a pas de justice genrée sans vos actions sans cesse. Alors, c'est le moment. Faisons ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui et restez proches avec nous. Et puis, bon restant de la journée.